La musique du quatuor à cordes s'est transformée en une valse lente et suffocante alors qu'il l'attirait à lui. Sa main était un poids lourd et possessif au creux de ses reins. Pour tous les invités dans la grande salle de bal, ils étaient les étoiles parfaites d'un conte de fées sanglant. Personne ne remarquait les hautes fenêtres cintrées qui reflétaient la nuit d'encre. Vivien se pencha contre sa poitrine. Elle inhala l'odeur d'expresso amer et d'huile de pistolet sous son parfum de luxe. Puis, elle effleura son oreille de ses lèvres. « Dansez comme mon mari », murmura-t-elle. « Il y a un point rouge sur votre front. » Le gâteau de mariage coûtait plus cher qu'une maison moyenne, une monstruosité imposante de fondant blanc et de sucre filé. Vivien avait envie de le démolir. Au lieu de ça, elle gardait le menton haut, la posture rigide et un sourire soigneusement peint sur son visage. Sa mâchoire lui faisait mal. Son corset s'enfonçait dans ses côtes. C'était une cage de baleine et de soie qui l'empêchait de respirer à fond. C'était une métaphore parfaite pour le reste de sa vie. 2 heures plus tôt, devant un prêtre effrayé et 500 invités lourdement armés, elle était devenue Vivien Costa. Edmund Costa se tenait à côté d'elle dans la file de réception. Il serrait la main d'homme qui lui trancherait la gorge pour une bouchée de pain. C'était un homme grand, aux larges épaules, avec des yeux de la couleur de la glace sale. Il n'avait pas l'air d'un monstre. Il avait juste l'air fatigué. Mais Vivien savait la vérité. La famille Costa avait bâti son empire sur des caisses de transport. Elles étaient remplies de choses qui n'apparaissaient pas sur les manifestes. Et Edmund était l'architecte de leur violente expansion. « Souriez, Madame Costa », murmura Edmund. Sa voix était graveleuse et basse, vibrant dans l'espace étroit entre eux. « Je souris », dit Vivien, sans le regarder. Elle accepta la poignée de main d'un conseiller municipal en sueur. La main de l'homme politique était moite. Il refusait de croiser son regard. « Vos yeux ont l'air morts. On m'a vendu à un mafieux à 10 heures ce matin pour régler les dettes de jeu de mon père. Pardonnez-moi si je manque d'un certain éclat nuptial. » Edmund ne broncha pas. Il se contenta de saluer de la tête l'invité suivant. C'était un chef rival du West Side, qui afficha un grand sourire forcé. « Les dettes de votre père étaient le cadet de ses soucis. J'ai acheté votre vie aujourd'hui. Essayez d'agir comme si vous y teniez. » Vivien ravala la bile qui lui montait à la gorge. Il n'avait pas tort. Si Edmund n'avait pas proposé cette alliance, un mariage pour fusionner les restes de l'influence déclinante de sa famille avec son syndicat de fer, son père serait au fond de la rivière, et elle aurait été vendue à des hommes bien pires. Pourtant, la gratitude était une pilule amère à avaler. La réception avait lieu dans une cathédrale reconvertie. Les bancs avaient été arrachés pour faire place à des tables en acajou et à une immense piste de danse. Tout en haut, les saints des vitraux les regardaient en silence, comme pour les juger. Des hommes en smoking sur mesure buvaient du whisky haut de gamme. Ils gardaient leur main droite étrangement proche de la poche de leur veste. Des femmes couvertes de diamants et de soie riaient trop fort à des blagues qui n'étaient pas drôles. L'air était lourd d'une odeur de viande rôtie, de lys et de sueur nerveuse. Un homme tapa une fourchette en argent contre sa flûte de champagne. Le son aigu et perçant brisa le bourdonnement des conversations. Le silence se propagea dans la pièce. « Mesdames et messieurs », annonça le témoin dans un micro. C'était un homme de main large et balafré, nommé Tommy. « Les mariés vont maintenant ouvrir le bal pour leur première danse. » Edmund se tourna vers elle. Il lui tendit la main. Il ne portait aucune bague, à part la simple alliance en or qu'elle avait glissée à son doigt devant l'autel. Ses jointures étaient couvertes de bleu, la peau d'un violet jaunâtre. Vivien fixa sa paume. C'était le moment. Le saut final du contrat. Elle posa sa main dans la sienne. Sa peau était rêche, calleuse. Ce n'étaient pas les mains d'un homme d'affaires, mais celles d'un boucher. Il la conduisit au centre du parquet ciré. La foule s'écarta comme la mer. Des centaines d'yeux suivaient chacun de leurs mouvements. Ils analysaient, calculaient, cherchaient la moindre faiblesse. S'ils avaient l'air d'un couple amoureux, l'alliance était solide. S'ils avaient l'air de se dégoûter, le sang coulerait dans les rues avant minuit. L'orchestre entama un air de jazz lent et mélancolique. Un saxophone solitaire pleurait sur une contrebasse au rythme régulier. Edmund la tira contre lui. Forte, haleta Vivien, sa poitrine heurtant son torse massif. Trop serré, siffla-t-elle. Nous devons donner l'impression que nous le voulons, répondit-il. Ses mains glissèrent de ses omoplates
pour se poser fermement au bas de son dos. Il commença à bouger. Il n'était pas mauvais danseur. Il était précis. Chaque pas était calculé, mesuré. Il la faisait reculer, puis la ramenait à lui. Il se déplaçait avec la grâce prédatrice d'un homme habitué aux ruelles sombres, pas aux salles de bal. « Regardez-moi », ordonna-t-il doucement. Vivien leva les yeux. Son visage était à quelques centimètres du sien. La lumière crue du lustre projetait des ombres dures sous ses pommettes. « Que voulez-vous que je dise, Edmund ? Rien. Regardez-moi simplement, comme si vous ne vouliez pas me planter un couteau à steak dans le cou. Cela demande des talents d'actrice que je ne possède pas. » Un léger sourire sans joie toucha le coin de sa bouche. « Essayez. » Ils tournoyèrent. La soie lourde de sa robe s'envola autour de ses chevilles. La pièce devint un flou de lumière, de visage et d'ombre. Pendant une fraction de seconde, la réalité écrasante de sa situation s'estompa. Elle fut remplacée par la simple nécessité physique de suivre ses pas. Un pas, un tour, une glissade. Puis elle le vit. Ce n'était qu'une lueur, un flash cramoisi microscopique dans sa vision périphérique. Vivien cligna des yeux. La salle de bal était baignée d'une chaude lumière dorée. Il n'y avait pas de rouge. Elle se dit que c'était un reflet des lustres sur un collier de diamants dans la foule. Edmund s'approcha d'elle, les faisant tourner vers les immenses fenêtres cintrées du mur est. Le verre était vieux, épais et légèrement déformé. Dehors, la ville était un quadrillage tentaculaire d'obscurité et de lampadaires. Alors qu'il tournait, Vivien regarda par-dessus l'épaule d'Edmund. Il était de nouveau là, ce petit point lumineux, un rubis brillant. Il n'était pas dans la pièce. Il était sur la vitre. Non, il traversait la vitre. Le point bougea de manière erratique une fraction de seconde avant de se fixer, stable et sans ciller. Il se posa parfaitement sur le revers de la veste de smoking d'Edmund, juste au-dessus de son cœur. Vivien retint son souffle. Ses pieds s'en mêlèrent. Elle marcha lourdement sur la chaussure vernie d'Edmund. Il grogna, resserrant sa prise sur sa taille pour la maintenir droite. « Gardez le rythme, Vivien. Ne vous effondrez pas maintenant. » Le point montait. Il passa de sa poitrine à sa clavicule, puis remonta le long de sa gorge. C'était délibéré, calculé. Le sniper suivait ses mouvements. Il attendait qu'il se stabilise. Il attendait que la rotation de la danse expose l'arrière de sa tête, ou un profil net. Si Edmund mourait maintenant, le chaos éclaterait. La trêve serait instantanément rompue. Les chefs rivaux dans la pièce sortiraient leurs armes. Vivien, debout en pleine ligne de tir, tenant l'homme mort, serait un dommage collatéral. Une tragédie mineure dans une guerre de mafieux majeurs. Elle avait moins de 3 secondes. La panique était un luxe qu'elle ne pouvait pas se permettre. La peur était une émotion secondaire. Tout ce qu'elle sentait, c'était une pointe froide et aiguë de clarté absolue. Elle ne pouvait pas crier. Si elle hurlait « pistolet », les gardes d'Edmund se précipiteraient. La foule paniquerait et le tireur appuierait sur la gâchette par réflexe. Elle ne pouvait pas plonger au sol. Si elle s'éloignait brusquement d'Edmund, le sniper aurait un tir net et sans obstacle. Le point rouge atteignit le menton d'Edmund. Il remontait centimètre par centimètre. Vivien combla la distance entre eux. Elle jeta ses bras autour de son cou, enfouissant son visage dans son épaule. Elle pressa tout son corps contre le sien. Elle brisa le cadre de la danse, passant d'une valse formelle à une étreinte intime et désespérée. Edmund se raidit. C'était un homme très sensible à la menace physique, et son mouvement soudain déclencha ses instincts. Ses mains tombèrent sur sa taille, ses doigts s'enfonçant brutalement dans ses flancs, comme s'il se préparait à la jeter au loin. « Qu'est-ce que vous fichez » gronda-t-il dans ses cheveux. « Dansez comme mon mari » murmura-t-elle. Sa voix était un sifflement rapide et haletant directement dans son oreille. « Il y a un point rouge sur votre front. » Edmund se figea. Ce n'était pas un arrêt physique dans la pièce. Il se balançait toujours, mais Vivien sentit l'immobilité soudaine et terrifiante de ses muscles. Son rythme cardiaque, qui était auparavant un battement régulier contre sa poitrine, s'accéléra. Il ne regarda pas autour de lui. Il ne broncha pas. Il ne chercha pas l'arme qu'elle savait être dans un holster sous sa veste. « Où » demanda-t-il. Sa voix était complètement plate, dénuée d'émotion. Les hautes fenêtres à l'est, de l'autre côté de la rue. Le poing reposait maintenant sur l'arrière de la tête de Vivien. Elle pouvait sentir sa chaleur imaginaire lui brûler les cheveux. En l'enlaçant,
Elle s'était placée entre la balle et son crâne. « Vous êtes sur mon chemin, » marmonna Edmund. « De rien. »« Bougez, Vivian. Si je bouge, il vous tire dessus. Si vous tombez, je suis une femme morte de toute façon. Les gars du West Side vont mettre cette pièce à sac. » La main d'Edmund quitta sa taille, remontant le long de sa colonne vertébrale avec une lenteur angoissante. Il enroula sa main autour de sa nuque. Ses doigts épais s'emmêlèrent dans son chignon élaboré. Il la maintenait là, soit pour la garder comme bouclier, soit pour l'empêcher de s'enfuir. Elle n'était pas sûre. « Nous avons besoin d'un angle mort, » dit Edmund. Il la guidait déjà. Il déplaça son poids. Il ne la traîna pas. Il la guida avec une pression forte et indéniable. Il dansait toujours, mais les pas avaient changé. Il ne suivait plus le saxophone lent et plaintif. Il bougeait au rythme du métronome frénétique et silencieux de la survie. Ils se tournèrent, gardant le dos de Vivien face à la fenêtre. « 3 pas à droite, » murmura Edmund. « Il y a un pilier en béton. C'est trop loin. Il tirera avant qu'on y arrive. Alors, faisons en sorte que ça ait l'air bien. » Edmund la pencha en arrière. C'était un mouvement soudain et spectaculaire. La foule murmura de surprise et quelques applaudissements fusèrent. Vivian haleta en basculant en arrière, regardant le plafond voûté. Ce mouvement cassa complètement la ligne de mire. « Continuez de sourire », ordonna Edmund, penché sur elle. Son visage était à quelques centimètres du sien, bloquant la lumière des lustres. « Mes dents vont se briser », réussit-elle à dire, à travers son sourire forcé. Il la releva, la faisant tourner violemment. L'élan les projeta à 2 mètres plus près du lourd pilier de pierre au bord de la piste de danse. Le poing balaya le parquet, les cherchant. Il frappa la nappe blanche d'une table voisine, peignant une tache rouge sang sur le lin. Puis il revint sur l'épaule d'Edmund. « Il m'a de nouveau », dit Edmund. La musique s'intensifia. Le batteur se joignit à eux, imposant un rythme plus lourd et roulant. Edmund poussa Vivien dans un tour ouvert. C'était un mouvement risqué, qui brisait leur étreinte, mais c'était nécessaire pour franchir la dernière distance. Alors qu'elle tourbillonnait loin de lui, le laser balaya l'espace vide entre eux. Pendant une horrible fraction de seconde, Edmund fut entièrement exposé. Vivien termina son tour et se projeta de nouveau contre sa poitrine. Elle attrapa ses revers et le tira sur le côté. C'était comme le point culminant passionné et théâtral de la danse. Ils s'écrasèrent dans l'alcôve sombre derrière le pilier de pierre massif. Tchac! Ce n'était pas un bruit fort. On aurait dit un gros livre tombant à plat sur un sol moquetté. La vitre de la fenêtre résista une milliseconde avant que des toiles d'araignée argentées ne la parcourent. Un petit trou net apparut dans le verre. Un lourd vase en cristal posé sur une table, à quelques centimètres de l'endroit où se trouvait la tête d'Edmund 1 seconde plus tôt, explosa en 1 million d'éclats scintillants. De l'eau et des lys déchiquetés s'abattirent sur le bois poli. Le craquement sec du vase brisé résonna dans la pièce. La musique s'arrêta. Le saxophone laissa échapper un couinement mourant. Le silence tomba sur la salle de bal, épais et lourd. Derrière le pilier, Edmund poussa Vivien contre le mur de pierre froide. Il pressa son corps contre le sien pour les maintenir parfaitement dans l'ombre. Sa respiration était lourde maintenant. Il sortit un pistolet noir mat de sa veste avec une vitesse alarmante. Il ne le pointa pas vers l'extérieur. Il le tenait près de sa poitrine, ses yeux balayant les bords du pilier. « Êtes-vous touché ?» demanda-t-il dans un murmure rauque. Vivian se palpa avec des mains tremblantes. Sa robe de soie était intacte. Ses mains tremblaient si fort qu'elle sentait à peine sa propre peau. « Non, non, je vais bien. Et vous ?» Edmund vérifia la chambre de son arme. Son visage était un masque de fureur froide. L'homme d'affaires avait disparu. Le mafieux était là. Sur la piste, la confusion se propageait. « Qu'est-ce que c'était » cria quelqu'un. « Une ampoule à griller » répondit une autre voix. Le témoin d'Edmund, Tommy, était déjà en mouvement. Vivien l'observait, à travers l'étroit espace entre le pilier et une grande fougère. Tommy ne regarda pas le vase brisé. Il regarda la fenêtre. Il vit le trou de la balle. Tommy leva une main, tapotant 2 doigts contre le côté de sa propre tête. C'était un signal silencieux pour la douzaine d'hommes de sécurité postés sur le périmètre. Instantanément, des hommes en smoking commencèrent à bouger. Ils se déplaçaient avec fluidité, sans courir,
mais en marchant avec une détermination agressive. 4 d'entre eux se dirigèrent droit vers les portes est, sortant leurs armes de leur holster en marchant. Tommy attrapa le micro. Juste un petit accident avec le traiteur, les amis. Que tout le monde reste calme. L'orchestre va reprendre tout de suite. Prenez un verre. L'orchestre, terrifié mais professionnel, se lança immédiatement dans un morceau de swing entraînant. Le bruit couvrit le son des bottes lourdes frappant le trottoir à l'extérieur. Edmund appuya son front contre le pilier de pierre, juste à côté de l'oreille de Vivien. Il laissa échapper une longue et lente respiration. « Il a raté », murmura-t-elle, sa voix à peine audible par-dessus les cuivres. « Il n'a pas raté », dit Edmund, ses yeux plongeant dans les siens. « Vous m'avez fait bouger. Si vous ne m'aviez pas attrapé, ma cervelle tâcherait cette table en ce moment. » Vivien déglutit difficilement. L'adrénaline commençait à retomber, la laissant froide et nauséeuse. Qui était-ce? Je ne sais pas encore, mais quelqu'un vient de commettre une erreur très coûteuse. Edmund la regarda. La regarda vraiment. Pour la première fois depuis leur rencontre dans le bureau étouffant et enfumé de son père un mois plus tôt, le mépris dans son regard vide avait disparu. Il était remplacé par un respect vif et calculateur. Elle était une marchandise, un morceau de chair échangé contre une dette. Elle était censée être une victime, recroquevillée dans un coin, attendant que les hommes gèrent la violence. Au lieu de cela, elle avait vu la menace, calculé les risques et utilisé son propre corps pour le sortir de la zone de tir sans déclencher d'émeute. « Vous avez risqué votre peau, » dit doucement Edmund, en rengainant son arme. « Je vous l'ai dit, » répondit Vivien, levant le menton pour l'empêcher de trembler. « Si vous mourrez ce soir, je meurs ce soir. J'ai un intérêt direct à ce que votre cœur continue de battre, Monsieur Costa. » Edmund tendit la main, ses jointures effleurant sa joue. C'était un geste d'une douceur choquante de la part d'un homme tenant une arme dans l'autre main. Son pouce essuya une perle de sueur près de la racine de ses cheveux. « Edmund !» La voix de Tommy venait de l'autre côté du pilier. L'homme de main entra dans l'ombre avec eux. Il jeta un coup d'œil à Vivien, puis à Edmund. Le tireur était sur le toit de la banque d'en face. Les gars fouillent le bâtiment maintenant, mais il est probablement parti. Il a laissé un trépied. Un professionnel. Professionnel veut dire payé, dit Edmund, sa voix retrouvant son calme graveleux habituel. Trouver qui tient les cordons de la bourse. Tu veux que je boucle la salle? Demanda Tommy. Edmund jeta un coup d'œil autour du pilier. La foule était nerveuse, murmurant, jetant des regards à la fenêtre brisée et au vase éclaté. Les chefs rivaux étaient regroupés, parlant à voix basse, leurs gardes du corps formant des cercles serrés autour d'eux. Non, dit Edmund. Si nous bouclons, nous montrons notre peur. Nous leur montrons que nous sommes secoués. La trêve ne tient que s'ils me croient intouchable. Ils viennent de tirer une balle à travers ta fenêtre, patron. Et ils ont raté, dit froidement Edmund. Il se retourna vers Vivien. Il lui tendit à nouveau la main. « Qu'est-ce que vous faites ?» demanda-t-elle en se reculant contre la pierre. « Nous n'avons pas fini notre danse, Madame Costa. » Vivien fixa sa main tendue. « Vous êtes fou. Il pourrait encore être là. Il pourrait avoir un complice. Il avait un seul tir. Il l'a raté. Il est en train de fuir. » Edmund s'approcha. La chaleur de son corps irradiait contre la froideur de la pierre. « Si nous nous cachons ici, nous aurons l'air faibles. Si je sors avec ma nouvelle épouse et que je finis la chanson, ils sauront qu'une balle à travers la vitre ne suffit pas à me faire sourciller. » Il avait raison. Dans son monde, la perception était la réalité. La faiblesse était une invitation à un bain de sang. Vivien regarda sa main meurtrie. Elle prit une profonde inspiration, forçant l'air à passer la cage serrée et restrictive de son corset. Elle posa sa main dans la sienne. Edmund la tira hors de l'ombre. Alors qu'il retournait sur la piste principale, la pièce redevint silencieuse, à l'exception de l'orchestre. Des centaines d'yeux se fixèrent sur eux. Edmund ne regarda pas la fenêtre brisée. Il ne regarda pas le cristal éclaté. Il attira Vivien dans une position parfaite et commença à la guider sur la piste. Sa prise était différente cette fois. Elle n'était pas seulement possessive. Elle était un ancrage. Il la tenait comme si elle était la seule chose qui le rattachait à la terre. Vivien garda le dos droit. Elle recolla le sourire sur son visage. « Mieux », murmura Edmond en la faisant tourner vers le centre de la pièce. « Je vous facture le nettoyage à sec », murmura-t-elle en retour. « Je crois que j'ai transpiré à travers la soie. » Un rire bas et sincère gronda dans la poitrine d'Edmund.
C'était un son surprenant. Vous tenez bien le coup sous la pression, Vivien. J'ai été élevé par un homme qui pariait notre maison sur des lévriers. J'ai l'habitude des enjeux élevés. Eh bien, dit Edmund, ses yeux s'assombrissant alors qu'il la collait de nouveau contre lui. Les enjeux viennent de monter. Quelqu'un dans cette pièce a payé pour cette balle, et avant que la nuit ne soit finie, nous allons découvrir qui. Vivian regarda autour de la salle de bal les politiciens souriants, les mafieux rieurs, les gardes lourdement armés. N'importe lequel d'entre eux pouvait être le traître. Elle regarda de nouveau Edmund. C'était un criminel impitoyable, un tueur. Mais à cet instant, il était la seule chose qui la maintenait en vie. « Montrez le chemin », dit-elle. Le saxophone prolongea sa dernière note plaintive. Le batteur frappa la caisse claire. La chanson était terminée. Pendant 3 secondes suffocantes, la salle de bal fut d'un silence de mort. Puis, les applaudissements éclatèrent. C'était un son fragile et frénétique. Les gens applaudissaient trop fort, trop vite, essayant désespérément de prétendre qu'ils assistaient juste à un mariage et non qu'ils se trouvaient dans une zone de tir. Edmund inclina légèrement la tête vers la foule. Il ne sourit pas. Il n'en avait pas besoin. Il posa sa main dans le creux du dos de Vivien et la guida hors de la piste. Ses doigts étaient comme du fer chauffé à travers la fine soie de sa robe. « Nous nous mêlons aux invités », marmonna Edmund alors qu'ils approchaient de la table d'honneur. « Buvez du champagne, acceptez les félicitations. Vous ne regardez ni la fenêtre, ni la porte. Je sais comment jouer la main qui m'est distribuée. » Edmund, ce n'est pas du poker, Vivien. C'est exactement comme le poker, rétorqua-t-elle, attrapant une flûte de champagne d'un serveur qui passait. Elle en but une longue gorgée, peu élégante. Les bulles lui brûlèrent la gorge, mais l'alcool calma le violent tremblement de ses mains. La moitié de ces hommes bluffent, l'autre moitié attend de voir qui se couche. Mon père a perdu une compagnie maritime, 2 maisons et ma liberté à des tables de cartes. Je sais reconnaître un homme qui parie avec de l'argent qu'il n'a pas. Edmund s'arrêta. Il tourna la tête, étudiant son profil. Le cynisme dans sa voix n'était pas un jeu. Il était meurtri et réel. « Très bien, » dit-il lentement. « Qui transpire ?» Vivien tourna son regard vers la foule. Pour un œil non averti, c'était une mer de costumes sur mesure et de bijoux scintillants. Pour elle, c'était une pièce remplie de nerfs à vif. Elle balaya du regard les acteurs principaux. Dominique, le chef du clan du West Side, était assis à une table dans un coin. Il avait 80 ans, était branché à une bouteille d'oxygène portable et mangeait une assiette de manicotti avec une lente précision mécanique. Ses gardes du corps avaient l'air de s'ennuyer. « Passe Dominic », murmura Vivian, portant le verre à ses lèvres. « Il mange. On ne mange pas un repas copieux si on s'attend à ce qu'une guerre éclate dans les 5 prochaines minutes. La digestion détourne le sang des extrémités. Il est trop vieux et trop malin pour se laisser surprendre. » Edmund hocha la tête. « D'accord. Qui d'autre ?» Ses yeux se déplacèrent vers le bar. Un groupe de jeunes capots s'y était rassemblé. Parmi eux se trouvait Léo, le propre sous-chef d'Edmund. Un homme à la mâchoire acérée et aux yeux froids et ambitieux. Il se disputait avec le barman à propos d'une dose de whisky. « Léo, demanda doucement Edmund. Non, il est en colère pour le verre. C'est mesquin. S'il venait d'orchestrer une tentative d'assassinat sur son patron, il se concentrerait sur les conséquences, pas sur une dose de Macallan mal servie. Il est agacé, pas anxieux. » Puis elle le vit, Carmine. Il dirigeait les docks du Sud. C'était un homme tape à l'œil qui portait trop de parfums et des costumes un peu trop vifs. En ce moment, il se tenait près de la sculpture de glace, parlant à sa femme, Isabella. « Regardez Carmine » murmura Vivien. Edmund ne tourna pas la tête. Il ajusta ses boutons de manchette, observant le reflet de Carmine dans un plateau de service en argent sur leur table. Carmine riait, frappant l'épaule d'un subordonné. Mais son autre main, celle qui tenait son verre, le trahissait. Les glaçons dans son verre s'entrechoquaient furieusement contre le cristal. Il porta le verre à sa bouche, le vida d'une seule gorgée violente, et fit immédiatement signe à un serveur pour en avoir un autre. « Il boit vite », observa Edmund. « Ce n'est pas seulement ça », dit Vivien. « Regardez ses pieds. » Les mocassins italiens coûteux de Carmine étaient pointés directement vers les grandes portes de sortie au fond de la salle. Le reste de son corps était tourné vers la conversation, mais son centre de gravité était déjà à mi-chemin du bâtiment.
Sa femme tient sa pochette sous son bras, ajouta Vivien. Pas sur la table, pas pendue à son poignet. Elle est bien serrée. Elle est prête à partir. Edmund resta silencieux un long moment. Quand il parla, sa voix était creuse, vidée de toute l'humanité qui s'y trouvait quelques instants auparavant. C'était la voix du boucher. « Carmine s'occupe des manifestes d'importation, » dit Edmund. « Il connaît les routes. S'il prend le pouvoir, il livre les docks aux Colombiens. C'est logique. »« Vous ne pouvez pas lui tirer dessus ici, » dit rapidement Vivien, son cœur battant contre ses côtes. « Si vous l'abattez devant son équipe, c'est la guerre totale. Dominique se rangera du côté de celui qui survivra, et Léo n'aura pas assez d'hommes pour tenir la salle. »« Je sais, » dit Edmund. Il baissa enfin les yeux sur elle. « J'ai besoin d'une preuve. Un pied agité ne suffit pas à justifier le meurtre d'un capot devant la commission. J'ai besoin de preuves tangibles. Il a commandité le tir. Comment les obtient-on? Nous ne les obtenons pas. C'est moi qui m'en charge. » Edmund lui prit doucement la flûte de champagne vide des mains et la posa sur la table. « Vous allez aux toilettes des dames. Verrouillez la porte. Restez-y jusqu'à ce que Tommy vienne vous chercher. » Vivien le dévisagea. L'instinct de protection était déconcertant. Il ne venait pas de l'amour. Il était marié depuis 2 heures, mais il était sincère. Elle était sa propriété maintenant. Et Edmund Costa protégeait ce qui était à lui. Mais se cacher dans des toilettes ne la mettrait pas en sécurité. Si Carmine tuait Edmund, les hommes de Carmine la trouveraient. Une porte verrouillée n'était qu'un inconvénient temporaire. « Je ne suis pas une spectatrice, Edmund, » dit-elle. « Vous êtes une civile. Allez aux toilettes. » Il n'attendit pas qu'elle discute. Il lui tourna le dos et se fondit dans la foule, posant une main lourde sur l'épaule d'un politicien qui passait, affichant un sourire mort et terrifiant. Vivienne le regarda partir. Elle se retourna vers la sculpture de glace. Carmine se déplaçait dans la foule, se dirigeant vers le couloir qui menait aux suites privées et au quai de chargement. Sa femme, Isabella, marchait dans la direction opposée, vers les toilettes des dames. Vivienne n'hésita pas. Elle souleva la lourde jupe de sa robe et suivit la femme. Le salon des dames de la cathédrale reconvertie était d'une opulence absurde. Des sols en marbre noir, des miroirs à la feuille d'or et une chaise longue en velours qui occupait la moitié de l'espace. L'air était lourd de l'odeur de laque haut de gamme et de parfums floraux. Vivien poussa la lourde porte en chêne. Isabella se tenait devant le miroir. C'était une femme remarquable, plus âgée que Vivien de 10 ans, avec des traits anguleux et durs et des yeux qui ne manquaient rien. Elle appliquait à la hâte une couche de rouge à lèvres rouge foncé. Ses mains étaient parfaitement stables. Elle croisa le regard de Vivien dans le miroir. Elle ne sourit pas. « Madame Costa ?» dit Isabella. Sa voix était tranchante, un peu trop forte dans la salle de bain caverneuse. « Isabella » répondit Vivien. Elle se dirigea vers le lavabo adjacent et ouvrit le robinet en or. L'eau froide lui fit du bien sur la peau. Elle mouilla une serviette en papier et la pressa contre sa clavicule rougie. Quelle réception! C'est certainement mémorable. Isabella referma son rouge à lèvres d'un clic sec. Elle le laissa tomber dans son sac à main qu'elle serrait fort. « Vous avez l'air pâle, Vivien. Vous vous sentez mal ou vous vous habituez simplement à la réalité de votre nouveau nom de famille? Je reprends juste mon souffle. Mon corset est un peu serré. Vous vous habituerez à vous sentir étouffé, dit Isabella doucement. C'est le principal risque professionnel quand on se marie dans cette vie. Vivien ferma l'eau. Elle s'appuya contre le comptoir en marbre, observant Isabella. La femme rangeait ses affaires avec une efficacité impitoyable. Pas seulement du maquillage. Elle sortit un lourd trousseau de clés de voiture d'une poche latérale et le vérifia avant de le remettre. « Vous partez si tôt ?» demanda Vivien. « Le gâteau n'a même pas été coupé. Carmine a mal à la tête. Nous allons nous éclipser par l'arrière. Ne le dites pas à Edmond. » Nous ne voulons pas gâcher la fête. Bien sûr. Vivien fit un pas vers la porte. Elle l'avait poussé dans ses retranchements. Elle devait juste sortir, trouver Tommy et lui dire qu'il filait vers le quai de chargement. « Quoique, » dit Isabella, sa voix baissant d'une fraction d'octave, arrêtant Vivien net. « Je suppose que c'est une bonne chose que nous partions. Du verre partout. C'est un miracle que personne n'ait été coupé quand cette fenêtre a volé en éclats. » Vivien se figea. Son sang se glaça. Du verre partout. Quand le sniper a raté, il a touché la fenêtre et le vase en cristal.
Le vase s'est brisé violemment, pleuvant sur le sol, mais la fenêtre elle-même, le verre épais et déformé de la cathédrale, ne s'était pas brisée. La balle de gros calibre avait percé un trou net et propre, laissant une toile d'araignée de fissure, mais elle était restée dans son cadre. À moins d'être juste à côté du pilier comme Vivian et Edmund, on ne pouvait pas savoir que la fenêtre s'était brisée. Tommy avait parlé d'un accident de traiteur, une ampoule grillée et de la vaisselle tombée. La seule façon pour Isabella de savoir pour la fenêtre était si elle savait qu'une balle devait la traverser. Vivian se retourna lentement, le verre du vase. Vous voulez dire quand le serveur l'a fait tomber? Isabella s'arrêta. Elle leva les yeux. Le silence s'étira entre elles, épais et venimeux. Elle réalisa son erreur instantanément. Les yeux de la femme plus âgée s'assombrirent. Le vernis sophistiqué fondit pour révéler la survivante sauvage en dessous. Oui, dit Isabella doucement. Le vase. La main d'Isabella glissa dans son sac ouvert. Ce n'était pas un mouvement de panique. C'était un geste répété. Vivian ne réfléchit pas. Elle réagit. Elle se jeta en avant. Elle franchit le mètre qui les séparait en une fraction de seconde, enfonçant durement son épaule dans la poitrine d'Isabella. La femme plus âgée grogna de surprise alors qu'elle s'écrasait contre le comptoir en marbre. La main d'Isabella sortit du sac, tenant un petit déringer argenté. Vivian attrapa le poignet d'Isabella à deux mains, le projetant vers le bas. L'arme se déchargea avec une détonation assourdissante qui résonna violemment sur les murs carrelés. La balle brisa le miroir à la feuille d'or, faisant pleuvoir des éclats tranchants et scintillants sur leurs têtes et leurs épaules. Isabella jura, un son rauque et guttural. Elle projeta son poids en avant, enfonçant son genou dans le ventre de Vivian. Le souffle explosa des poumons de Vivian. Le corset en fanon de baleine lui meurtrit les côtes, aggravant la douleur. Elle suffoqua, sa prise se relâchant. Isabella libéra son bras et leva l'arme, visant droit le visage de Vivian. Le désespoir est un professeur terrifiant. Vivian ne recula pas. Elle projeta son corps sur le côté, attrapant la lourde chaise longue en velours et la poussant violemment contre l'arrière des genoux d'Isabella. Isabella plia. Elle tomba en arrière, sa tête heurtant le bord du comptoir en marbre avec un bruit sourd et écœurant. L'arme tomba sur le sol. Isabella s'effondra sur le carrelage, immobile. Une petite flaque de sang sombre commença à s'étendre sur le marbre noir. Vivian s'effondra contre le mur, cherchant de l'air. Sa poitrine la brûlait. Ses mains étaient couvertes d'une fine poussière de verre. Elle regarda la femme sur le sol. Elle n'était pas morte. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait en respiration courte et saccadée. Vivian rampa vers l'avant. Ses genoux raclèrent le sol dur. Elle ramassa le petit pistolet argenté. Il était lourd, froid, réel. Elle attrapa le sac à main d'Isabella et le renversa. Du rouge à lèvres, un poudrier, des clés et un téléphone portable en tombèrent. Vivian attrapa le téléphone. Il était déverrouillé. Il y avait un message texte ouvert sur l'écran, envoyé il y a 2 minutes à un numéro non enregistré. Il a raté. Nous allons au quai de chargement. Prépare la voiture. Vivian se leva. Ses jambes tremblaient, mais son esprit était d'une clarté terrifiante. Elle avait la preuve. Maintenant, elle avait besoin de son mari. Vivian ne courut pas. Courir attirait l'attention. Elle sortit des toilettes des dames, glissant le téléphone dans la poche profonde et cachée de sa jupe en soie. Elle garda le déringer dissimulé sous les lourds plis du tissu à son côté. Elle descendit le couloir la tête haute, ignorant le bourdonnement dans ses oreilles dû au coup de feu. La musique dans la salle principale était assez forte pour que personne ne semble avoir entendu la bagarre dans la salle de bain aux portes lourdes. Elle repéra Edmund près des sorties, parlant à Tommy à voix basse et rapide. Elle marcha droit vers lui, se faufilant à travers un groupe de politiciens rieurs. Edmund leva les yeux à son approche. Ses yeux se plissèrent instantanément. Il l'avait vu. Il vit le choc pâle et exsangue sur son visage, les mèches de cheveux décoiffés tombant de son chignon, et la légère poussière de verre sur ses épaules. Il combla la distance entre eux, lui attrapant le haut du bras, la tirant hors du passage principal et dans l'arche ombragée du hall. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-il. Sa voix était un grognement sourd. « Carmine !» haleta Vivian, pressant son front contre sa poitrine juste une seconde pour se ressaisir. Il part par le quai de chargement. Isabella est aux toilettes. Elle avait une arme.
La prise d'Edmund sur son bras se resserra douloureusement. « Êtes-vous blessé ?»« Non, je l'ai frappé. » Elle a heurté le comptoir. Vivien sortit le téléphone de sa poche et le lui fourra dans la main. Elle a envoyé ça il y a 2 minutes. Il s'enfuit, Edmund. Edmund lut l'écran. Sa mâchoire se serra si fort que Vivien entendit les tendons craquer. L'homme d'affaires froid et au regard vide disparut complètement. Le monstre dont son père l'avait averti prit sa place. Il regarda Tommy. Sécurise le périmètre. Personne ne sort. Verroue les portes d'entrée. Si quelqu'un se plaint, casse-lui la mâchoire. Tommy hocha la tête une fois et disparut dans la foule. Edmund se tourna vers Vivien. Il regarda la façon dont elle tenait les plis de sa robe. Il se pencha, écarta la soie et lui arracha le déringer argenté de sa prise tremblante. Il enclencha la sécurité et le glissa dans sa propre poche. « Vous avez bien agi », dit-il doucement. La juxtaposition de son ton doux et du meurtre absolu dans ses yeux était étourdissante. « Restez ici avec mes hommes. »« Non. » Vivien attrapa son revers. « Si vous y allez seul et que son équipe l'attend, vous êtes mort. Je ne serai pas seul. Je viens avec vous. » Edmund la dévisagea. « Ça va être moche, Vivien. Ce n'est pas une danse de salon. C'est une exécution. Je vous ai épousé pour survivre, dit-elle, sa voix tombant à un murmure rauque et éraillé. S'il vous tue sur ce quai de chargement, je ne survis pas à la nuit. Je viens. » Edmund n'eut pas le temps de discuter. Il lui fit un signe de tête sec. Il sortit sa propre arme, le pistolet noir mat, la tenant le long de sa cuisse. Il la conduisit dans le couloir de service. Le bruit de l'orchestre de swing s'estompa, remplacé par le bourdonnement des réfrigérateurs industriels et le goutte-à-goutte de vieilles canalisations. Le quai de chargement était un espace caverneux en béton à l'arrière de la cathédrale. Les lourdes portes métalliques enroulables étaient baissées. Une seule Lincoln Town Car noire tournait au ralenti près de la rampe de sortie. Carmine se tenait près du coffre, criant sur son chauffeur. « Où diable est-elle » Je lui ai dit 2 minutes. Carmine transpirait abondamment maintenant, s'essuyant le front avec un mouchoir en soie. « Elle est occupée pour le moment, Carmine. » La voix d'Edmund résonna sur les murs en béton. Carmine se retourna brusquement. Le sang quitta son visage, le laissant ressembler à un cadavre bouffi dans un costume vif. Edmund sortit de l'ombre, son arme parfaitement pointée sur la poitrine de Carmine. Vivien sortit une seconde derrière lui, se tenant légèrement à sa gauche, son cœur battant contre ses côtes comme un oiseau piégé. Le chauffeur de Carmine mit la main à l'intérieur de sa veste. Edmund ne cilla pas. Il déplaça sa visée d'une fraction de pouce et appuya sur la gâchette. Le coup de feu fut assourdissant dans l'espace clos. Le chauffeur tomba instantanément, se tenant le genou, hurlant de douleur en se tordant sur le sol en béton graisseux. Carmine leva les mains en l'air, laissant tomber son mouchoir. « Edmund, Edmund, attends. C'est un malentendu, répéta lentement Edmund en s'avançant. Ses pas étaient lourds, mesurés. Un sniper sur le toit d'une banque est un malentendu. Une balle à travers ma fenêtre le soir de mon mariage est une faute de frappe. Je n'ai pas... Je le jure devant Dieu, Edmund, ce n'était pas moi. C'était Dominique. Il m'a forcé la main. Carmine reculait, ses omoplates heurtant le coffre de la Lincoln. Dominique mange des manicotti, dit froidement Edmund. Il n'utilise pas de sous-traitants extérieurs. Il utilise ses propres gars. Seul un lâche qui ne veut pas se salir les mains engage un fantôme dans la rue. Edmund, s'il te plaît. Nous sommes de la famille. Nous sommes en affaires, corrigea Edmund. Et vous venez de faire faillite. Isabella, plaida Carmine, ses yeux se tournant vers Vivien. Qu'as-tu fait à ma femme? Elle a mal à la tête, dit Vivien. Sa voix était remarquablement stable. Elle regarda l'homme pathétique et en sueur devant elle et ne ressentit aucune pitié. Il avait essayé de loger une balle dans la tête de son mari alors qu'elle le tenait. Il avait signé son arrêt de mort sans une seconde pensée. Elle se repose. Le visage de Carmine se tordit de rage. Pendant 1 seconde, la peur fut remplacée par une fureur brute et pure. Il laissa tomber sa main droite vers sa ceinture. Edmund n'hésita pas. Il ne fit pas de discours. Il ne se vanta pas. Il tira 2 fois. Les lourdes balles à pointe creuse frappèrent Carmine en plein dans la poitrine. L'impact le projeta en arrière par-dessus le coffre de la voiture. Il glissa du métal poli.
heurtant le sol en béton avec un bruit sourd, humide et lourd. Il ne tressaillit pas. Il ne gémit pas. Il était mort avant de toucher le sol. Le silence qui suivit fut lourd, rompu seulement par les gémissements du chauffeur blessé et le faible bourdonnement du moteur au ralenti. Edmund baissa son arme. Il resta un long moment au-dessus du corps, fixant le sang qui s'accumulait sur le béton, se mélangeant à la graisse et à la saleté. Il n'avait pas l'air victorieux. Il avait juste l'air épuisé, le même épuisement profond que Vivien avait vu devant l'hôtel. Il se retourna et revint vers elle. Il éjecta le chargeur de son pistolet, vérifia la chambre et inséra un nouveau chargeur avec une efficacité mécanique et exercée avant de le rengainer. Il regarda Vivienne. Elle fixait le corps de Carmine. Elle n'avait jamais vu un homme mourir auparavant. La réalité de la chose était brutale, laide et dépourvue de toute grâce cinématographique. Ça sentait le cuivre et la cordite brûlée. Edmund se plaça dans son champ de vision, lui cachant le corps. Il tendit la main, ses grandes mains meurtries saisissant doucement ses épaules. « Regardez-moi » ordonna-t-il doucement. Elle traîna ses yeux jusqu'à son visage. « C'est fait » dit Edmund. « La menace est neutralisée. Léo va nettoyer ça. »« C'est tout » demanda-t-elle, sa voix se brisant légèrement. « Vous le tuez et nous retournons à la fête. »« Oui. » Les pouces d'Edmund effleurèrent ses clavicules nues. « Nous y retournons. Nous coupons le gâteau. Nous sourions. Nous leur montrons que la famille Costa ne saigne pas. Nous leur montrons que s'ils tirent sur le roi, ils ont intérêt à ne pas rater. » Il fit une pause, ses yeux cherchant les siens, cherchant le point de rupture, cherchant la jeune fille terrifiée que son père avait vendue à un monstre. Mais Vivien ne craqua pas. La terreur était là, froide et aiguë dans ses veines, mais elle se durcissait en autre chose, quelque chose de résilient. Elle regarda le sang sur le sol, puis elle regarda l'homme qui la tenait. Il lui avait sauvé la vie sur la piste de danse. Elle lui avait sauvé la sienne aux toilettes. Ils étaient liés maintenant, unis par le sang et la survie, d'une manière que les vœux d'un prêtre ne pourraient jamais accomplir. « Ma robe est ruinée » murmura-t-elle. Le coin de la bouche d'Edmund se releva. C'était un sourire narquois, sombre et sincère. « Je vous en achèterai une nouvelle. » Et il lui offrit son bras. Vivien prit une profonde inspiration, l'odeur de la poudre remplissant ses poumons. Elle posa sa main au creux de son coude, ses doigts effleurant le muscle solide sous le smoking sur mesure. « Très bien, monsieur Costa, » dit-elle, sa voix se raffermissant. « Allons couper ce gâteau. » La transition de l'abattoir au sanctuaire prit moins de 2 minutes. Vivienne et Edmund repassèrent les lourdes portes en chêne de la salle principale, laissant derrière eux l'odeur de cuivre et de gaz d'échappement. L'air à l'intérieur frappa Vivien comme un mur physique, lourd d'ail rôti, de lys coûteux et de la douceur écœurante de l'alcool renversé. L'orchestre jouait un rythme entraînant et vif. Des couples étaient sur la piste, riant, tourbillonnant dans un flou de soie et de paillettes. La juxtaposition était nauséabonde. À 30 mètres de là, un homme gisait mort sur un sol en béton graisseux. Ici, les gens se plaignaient de la température du cocktail de crevettes. La main d'Edmund resta fermement dans le creux de son dos. C'était la seule chose qui empêchait ses genoux de flancher. « Respirez » murmura-t-il, ses lèvres bougeant à peine. Il ne la regardait pas. Il regardait la pièce, balayant la foule, avec l'arrogance désinvolte d'un roi observant sa cour. « Je respire » murmura Vivien en retour, forçant les muscles de son visage à adopter un masque serein et détaché. Vous la retenez dans votre poitrine. Une profonde inspiration jusqu'à l'estomac. Si vous vous évanouissez maintenant, ils sentiront le sang dans l'eau. Elle obéit, forçant l'air à passer la cage restrictive de son corset. Ses poumons la brûlaient. Elle sentit le poids lourd du téléphone d'Isabella, au fond de la poche cachée de sa jupe, une encre tangible à la violence qu'il venait de commettre. Léo, le sous-chef d'Edmund, se mit sur leur chemin. Il tenait un verre de whisky frais. Ses yeux perçants passèrent du visage stoïque d'Edmund aux clavicules pâles de Vivien, remarquant la légère poussière de plâtre blanc et de verre qu'elle n'avait pas réussi à enlever. « Patron » dit Léo, sa voix tombant sous la section des cuivres de l'orchestre. « Tout est sécurisé ?» Edmund ne manqua pas un battement. Carmine a eu une urgence. Lui et Isabella ont dû partir plus tôt. Une affaire de famille. Les yeux de Léo vacillèrent.
Il n'était pas stupide. Il saisit la légère emphase fataliste sur le mot urgence. Il regarda par-delà Edmund, vers les portes de service. « Une affaire de famille », répéta lentement Léo. « Avez-vous besoin que je m'en occupe? J'ai besoin que tu prennes 3 de tes meilleurs gars, les plus discrets, et que tu descendes au quai de chargement, » dit Edmund, son ton conversationnel, comme s'il demandait une nouvelle bouteille de vin. Carmine a laissé un désordre en partant. Nettoie-le, mets sa voiture dans la rivière, emmène-le à l'incinérateur de la 4e rue et vérifie les toilettes des dames. Isabella a trébuché et s'est cogné la tête. Si elle respire encore, mets-la dans un avion privé pour la Sicile et dis-lui que si elle remet un pied dans cet hémisphère, elle ira dans l'incinérateur avec son mari. Léo ne broncha pas. Il prit juste une lente gorgée de son whisky. Compris. Et Léo, ajouta Edmund, croisant enfin le regard de son sous-chef. Ouais, patron, fais-le avant que le gâteau ne soit coupé. Je ne veux pas que l'odeur d'eau de Javel gâche le dessert. Léo hocha la tête une fois et se fondit de nouveau dans la foule. Edmund guida Vivien vers l'avant. Le gâteau de mariage imposant se trouvait au centre de la pièce, illuminé par un projecteur. C'était une monstruosité ridicule à 5 étages, couverte de roses en sucre filé. Tommy se tenait près de la table du gâteau, tenant un long couteau en argent, orné d'un ruban de soie blanche. Il le tendit à Edmund, avec un sourire serré et entendu. « C'est l'heure de la photo, les enfants !» grogna Tommy. Edmund prit le couteau. Il se tourna vers Vivien, lui tendant le lourd manche en argent. Elle fixa la lame. Elle était polie, impeccable. Elle reflétait les lumières vives du lustre. Pendant une seconde, ses mains refusèrent de bouger. L'adrénaline commençait enfin à retomber, laissant derrière elle une douleur froide et creuse dans ses os. Elle venait d'aider à tuer un homme. Elle avait agressé une femme. Elle avait franchi une ligne que son père, malgré tous ses jeux dégénérés, n'avait jamais osé franchir. Elle était dedans maintenant, complètement. Il n'y avait pas de retour en arrière possible vers la jeune fille naïve et cynique qui avait marché jusqu'à l'hôtel 3 heures plus tôt. Edmund remarqua son hésitation. Il ne la pressa pas. Il s'approcha, sa large poitrine la protégeant de la vue de la plupart de la foule. « Vous tenez le couteau », dit Edmund. Sa voix était un grondement bas et régulier, destiné uniquement à ses oreilles. « Je tiens votre main. Nous poussons ensemble. C'est comme ça que ça marche, Vivien. Vous n'avez pas à porter le poids seul, mais vous devez tenir la lame. » Vivien leva les yeux vers ses yeux de glace sale. Il n'y avait pas de pitié là, seulement une compréhension brutale et pragmatique. Elle tendit la main et enroula ses doigts autour du manche en argent. Sa main tremblait. Edmund couvrit sa main de la sienne. Sa paume était chaude, rêche et parfaitement stable. Sa prise engloutit complètement la sienne, ancrant son tremblement. Ils se tournèrent vers le gâteau. Les flashs des photographes éclatèrent, les aveuglant temporairement dans des éclats de lumière blanche et crue. La foule applaudit, un son creux et résonnant dans l'immense cathédrale. Ensemble, ils enfoncèrent le couteau dans le fondant blanc et croquant. C'était une coupe lisse et nette. Le gâteau céda sous la lame. Edmund guida sa main vers le bas, tranchant les étages avec une précision calculée. Alors qu'il retirait le couteau, une goutte de garniture à la framboise d'un rouge sang profond s'accrocha au bord argenté. Vivien fixa la tache rouge. Elle sentit le pouce d'Edmund caresser le dos de ses jointures. « Souriez, Madame Costa », ordonna-t-il doucement. Vivian regarda la mère de mafieux, de politicien et de tueur. Elle trouva Dominique, le vieux patron, qui les observait de sa table. Il n'applaudissait pas. Il observait simplement, un regard froid et calculateur sur son visage buriné. Il savait que quelque chose avait changé. L'air dans la pièce avait changé. Vivienne croisa le regard du vieil homme, et pour la première fois ce soir-là, elle ne le força pas. Elle laissa un sourire lent et glacial se dessiner sur son visage. Elle était toujours en vie. Son mari était toujours en vie. Laissez-les s'interroger. Laissez-les avoir peur. Le penthouse de l'hôtel Costa était silencieux. La lourde insonorisation bloquait les sirènes et le bourdonnement mécanique incessant de la ville en contrebas. La porte se referma derrière eux, le pen dormant s'engageant avec un bruit lourd et final. Edmund laissa tomber la carte-clé sur une table d'entrée en marbre. Il ne dit pas un mot. Il se dirigea directement vers le bar dans le coin du vaste salon faiblement éclairé. Vivien se tenait dans le foyer.
L'immensité de la suite, les fenêtres allant du sol au plafond, surplombant la ligne d'horizon scintillante, les meubles en velours moelleux, le luxe pur et oppressant de l'endroit, la faisaient se sentir incroyablement petite. Elle enleva ses chaussures. Les talons en soie à lanière lui avaient fait des ampoules à l'arrière des chevilles, des heures auparavant. Elle les laissa sur le tapis, enfonçant ses pieds nus dans l'épaisse laine. Edmund versa 2 doigts de liquide ambré dans un lourd verre en cristal. Il ne lui en offrit pas. Il le but d'un trait, s'en versa un autre, et se dirigea vers le canapé en cuir. Il s'assit lourdement, posant ses coudes sur ses genoux, fixant le sol. Le roi était descendu de son trône. Le boucher avait fini sa journée. Il ressemblait juste à un homme qui avait survécu à un accident de voiture. Vivien entra lentement dans la pièce. Le bruissement de sa lourde jupe en soie semblait anormalement fort dans l'espace silencieux. Elle tendit la main derrière elle, essayant d'attraper le lourd ruban de soie qui laçait le dos de sa robe. Ses doigts étaient maladroits. La chute d'adrénaline avait laissé ses extrémités comme du plomb. Elle tira sur le nœud, mais la friction de la soie tenait bon. Elle tira plus fort, une pointe soudaine de panique frustrée montant dans sa poitrine. Elle ne pouvait pas respirer. Le corset en fanon de baleine était un étau qui lui serrait les poumons, lui arrachant les derniers restes de sang-froid. « Zut !» siffla-t-elle en tirant sur le tissu. Edmund leva les yeux. Il posa son verre sur la table basse. Il se leva et se dirigea vers elle. Vivien se figea. Ses instincts, affinés par des années de survie dans un foyer instable, lui criaient de reculer. L'homme qui s'approchait d'elle était un tueur. Le sang sur ses mains n'était même pas encore sec, mais elle tint bon. Edmund s'arrêta derrière elle. « Baissez les bras », ordonna-t-il tranquillement. Vivien baissa lentement les mains. Les doigts d'Edmund effleurèrent la peau nue du haut de son dos. Il n'était pas doux, mais il était précis. Il trouva le nœud. Il ne tâtonna pas. En quelques mouvements sourds, il desserra le lourd ruban de soie. Le relâchement de la tension fut instantané. La structure rigide du corset se détendit. Vivien prit sa première profonde respiration complète en 12 heures. Ses côtes se dilatèrent, aspirant l'oxygène comme une victime de noyade qui refait surface. Elle ferma les yeux, laissant échapper un long soupir tremblant. Edmund ne s'éloigna pas. Il resta juste derrière elle. Ses mains reposaient légèrement sur ses épaules. « Vous avez un bleu », nota-t-il. Son pouce traça une légère ombre violette près de son omoplate, probablement là où elle s'était cognée contre le pilier de pierre dans la salle de bal. Isabella donnait des coups de pied comme une mule, dit Vivien, sa voix rauque. Vous n'auriez pas dû la poursuivre. Si je ne l'avais pas fait, vous seriez tombé dans un piège au quai de chargement sans savoir qui tirait les ficelles. Je m'occupe des pièges, Vivien. C'est l'arrangement. Elle se retourna pour lui faire face. La robe desserrée glissa d'une fraction de pouce, révélant les marques rouges où les baleines s'étaient enfoncées dans sa peau. L'arrangement était que vous achetiez un pion, dit Vivien, le regardant droit dans les yeux. Le cynisme était de retour, une armure protectrice plus épaisse que n'importe quel corset. Une pièce sur l'échiquier pour légitimer votre emprise sur l'East Side. Mais les pions sont sacrifiés, Edmund. Je n'ai aucune intention d'être sacrifié. Si quelqu'un vous tire dessus, il me tire dessus. Alors je m'occupe aussi des pièges. Edmund la regarda. La faible lumière projetait de lourdes ombres sur son visage, soulignant la coupe brutale de sa mâchoire et la cicatrice pâle et fine qui coupait son sourcil gauche. Lentement, il tendit la main et défit son nœud papillon. Il le desserra, déboutonnant les 2 premiers boutons de son col, tachés de sang. « Votre père m'a dit que vous étiez difficile », songea Edmund. « Mon père est un idiot qui pariait sur des chevaux à 3 pattes. Il m'a dit que vous étiez froide, ingérable, que vous vous opposeriez à moi sur tout. » Edmund enleva sa veste de smoking, la jetant sur une chaise voisine. La chemise blanche en dessous était serrée sur ses épaules, le holster d'épaule noire et austère contre le coton. « Je me bats pour ma survie, Monsieur Costa. » Edmund, il s'approcha. Son odeur, parfum de luxe, fumée froide, et la saveur métallique de l'adrénaline l'enveloppa. « Mon nom est Edmund. »« Edmund », répéta-t-elle. Le nom semblait étrange sur sa langue, intime d'une manière à laquelle elle n'était pas préparée. Il tendit la main. Cette fois, il ne toucha pas ses épaules ou son dos. Il lui prit le visage en coupe. Sa grande main couvrait parfaitement sa mâchoire.
Son pouce effleura sa pommette, essuyant une tache de mascara qu'elle n'avait pas remarquée. « Je n'ai pas besoin d'un pion, » dit Edmund, sa voix tombant à un murmure graveleux. « J'ai besoin de quelqu'un qui voit le laser sur la vitre avant que la balle ne la brise. J'ai besoin de quelqu'un qui ne bronche pas quand le sang touche le sol. »« J'ai bronché, » admit-elle doucement, la vérité lui échappant avant qu'elle ne puisse l'arrêter. « À l'intérieur, je hurlais. Mais vous n'avez pas fui. Nulle part où fuir. » Les yeux d'Edmund s'assombrirent. La distance froide et mécanique qu'il maintenait dans la salle de bal avait disparu. Dans le calme du penthouse, le mur tomba. Il la regarda non pas comme une propriété, non pas comme une alliance politique, mais comme une survivante qui avait pataugé dans la boue à ses côtés et avait refusé de se noyer. Il se pencha. Ses lèvres planèrent à une fraction de pouce des siennes. « J'ai une cible dans le dos, Vivien. Ce soir a prouvé qu'elle ne disparaîtra jamais. Cette vie est un hachoir à viande. Je sais. Si vous voulez une porte de sortie, prenez-la demain. Je vous installe dans une maison dans les Hamptons. Vous jouez la femme silencieuse et distante. Vous n'aurez jamais à me voir, et vous n'aurez plus jamais à regarder le canon d'une arme. Je vous protégerai à distance. » C'était une offre sincère. L'ultime issue de secours. La porte de la cage s'ouvrant. Vivien regarda sa bouche, puis ses yeux fatigués et brutaux. Elle pensa à la vie froide et isolée d'une femme de mafieux dans une cage dorée, en sécurité, mais totalement impuissante, attendant l'appel téléphonique qui lui annoncerait la mort de son mari. Elle pensa à la façon dont sa main avait couvert la sienne sur le couteau à gâteau. « Nous poussons ensemble. » Elle combla la distance, pressant ses lèvres contre les siennes. Ce n'était pas un baiser doux. Il n'y avait pas de romance. C'était une collision de dents et de chaleur, alimentée par les restes d'adrénaline d'une expérience de mort imminente. C'était une confirmation meurtrie et désespérée qu'ils respiraient encore tous les deux. Les mains d'Edmund tombèrent sur sa taille, la saisissant fermement, la tirant contre son corps solide. Le métal froid de son holster d'épaule pressait contre sa poitrine, un rappel brutal de qui elle embrassait exactement. Elle lui rendit son baiser, emmêlant ses doigts dans les cheveux sombres à la base de son cou. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux respiraient lourdement. « Je garde la suite », murmura Vivien contre sa mâchoire. « Je préfère la vue. » Un son sourd gronda dans la poitrine d'Edmund. Un rire, sombre et sincère. Il enfouit son visage dans son cou, la serrant fort contre lui dans la pièce silencieuse. « Que Dieu vienne en aide à quiconque essaye de vous la prendre », murmura-t-il. Le lever du soleil sur la ville était une traînée violente d'oranges et de violets meurtris. Vivien était assise à la lourde table de salle à manger en chêne, une tasse de café noir réchauffant ses mains. Elle portait l'une des chemises d'Edmund, les manches retroussées au-dessus de ses coudes, l'ourlet lui arrivant à mi-cuisse. Elle regardait la ville se réveiller à travers la vitre du sol au plafond. Le trafic en bas ressemblait à des veines de lumière se déplaçant lentement. C'était un matin magnifique et ordinaire. La ville ne savait pas que l'équilibre du pouvoir dans son monde souterrain avait violemment basculé 12 heures plus tôt. La porte de la chambre s'ouvrit. Edmund sortit, vêtu d'un pantalon sombre propre et d'une chemise blanche fraîche, déboutonnée au col. Il avait l'air reposé, bien que Vivien sût qu'il avait à peine dormi. Il avait passé la majeure partie de la nuit au téléphone dans le bureau adjacent, parlant un italien bas et saccadé. Il se dirigea vers l'îlot de cuisine, se versa une tasse de café et se dirigea vers la table. Il ne s'assit pas en face d'elle. Il tira la chaise juste à côté d'elle. Il laissa tomber un épais dossier manille sur le bois poli. « Le rapport de Léo », dit Edmund, en sirotant son café. Vivien jeta un coup d'œil au dossier. « C'est fait ?» La voiture de Carmine a été retrouvée incendiée dans le Jersey. Carmine lui-même est en cendres. Isabella est montée à bord d'un jet privé pour Palerme à 4 heures du matin. Elle a refusé les soins médicaux pour sa commotion cérébrale, mais elle vivra. Bien. Vivien ne ressentit aucun remords. Seulement un soulagement froid et clinique, et le sniper s'est évanoui. Il a laissé le fusil. Une arme fantôme intraçable, payée en espèces. Carmine a couvert ses traces. Juste pas assez bien. Le silence s'installa sur la table, rompu seulement par le cliquetis de la porcelaine contre le bois, lorsque Vivien posa sa tasse. « Alors, dit-elle en se penchant en arrière, que se passe-t-il maintenant ?» Dominique sait. Dominique se doute, corrigea Edmund. Il sait que Carmine a disparu et que je n'ai pas bronché quand la fenêtre a explosé. Il assemble les pièces,
Mais sans corps, il n'y a pas de violation technique des règles de la commission. Il ne laissera pas passer ça. Vous avez éliminé son plus gros gagne-pain sur les docks sud. Non, je ne l'ai pas fait. Edmund tapota le dossier manille. Carmine s'est éliminé tout seul. Dominique est un homme d'affaires. Il se soucie du résultat final, pas de la loyauté. Les docks sud perdent de l'argent parce que Carmine détournait des fonds pour payer des dettes de jeu. Edmund fit une pause, un amusement sombre brillant dans ses yeux. Ça vous rappelle quelque chose? Vivien grimaça. Les joueurs sont tragiquement prévisibles. Exactement. Dominique sait que Carmine était un handicap. Il est en colère que je l'ai géré sur mon territoire sans permission. Mais il ne partira pas en guerre pour un voleur mort. Il veut juste que la marchandise continue de circuler. Avant que Vivien ne puisse répondre, on frappa 2 fois à la lourde porte en bois du penthouse. Edmund ne chercha pas l'arme sur le comptoir. Entrée. Léo entra. Il avait l'air épuisé. Des cernes sombres bien visibles sous la dure lumière du matin. Il s'arrêta en voyant Vivien assise à la table, portant la chemise de son patron, buvant nonchalamment son café à côté d'un rapport de meurtre. Les yeux de Léo se tournèrent vers Edmund, posant une question silencieuse. Doit-elle partir? Edmund ne la renvoya pas. Il garda les yeux sur la ligne d'horizon. Rapport Léo. Léo s'éclaircit la gorge. Il s'adressait à eux deux maintenant. Un changement subtil et permanent dans la hiérarchie. Les docks sont sécurisés, patron. Les capots de Carmine sont confus, mais tiennent la ligne. Il pense qu'il est en fuite des fédéraux. J'ai lancé la rumeur auprès de l'autorité portuaire. Et Dominique, il a appelé il y a 10 minutes sur la ligne sécurisée. Il veut une réunion. Territoire neutre. Un dîner dans le Queens à midi. Edmund fronça les sourcils, traçant le bord de sa tasse. Midi, c'est trop tôt. Ça veut dire qu'il est désespéré d'établir sa domination avant que les autres familles ne découvrent que Carmine a disparu. Si vous ne vous montrez pas, avertit Léo, il le prendra comme une insulte. Il pourrait bloquer les importations. Edmund resta silencieux, calculant les angles. Le boucher analysait les coupes. Vivien fixa son café. Elle ne regarda pas Edmund. Elle ne demanda pas la permission de parler. Elle s'inséra simplement dans le vide. « Vous n'allez pas dans le Queens », dit Vivien, sa voix dénuée d'émotion. Léo se hérissa. Sa mâchoire se serra. « Madame Costa, avec tout le respect que je vous dois, ce sont les affaires du syndicat. Si Dominique veut montrer ses muscles, vous ne le laissez pas faire selon ses conditions. » Coupa Vivien en douceur. « Le Queens est son territoire. Vous vous asseyez dans son dîner. Vous buvez son mauvais café. Vous validez son autorité. » Léo ouvrit la bouche pour argumenter, mais Edmund leva la main. Le silence fut immédiat. Edmund tourna lentement la tête. « Que suggérez-vous, Vivien? »« Vous ne dites pas non, » dit-elle en se penchant en avant. « Vous changez le lieu. Dites-lui de vous retrouver sur les docks sud. Entrepôt 4, celui que Carmine dirigeait. » Léo ricana doucement. « Dominique ne va pas traîner sa bouteille d'oxygène dans un entrepôt glacial. Il le fera s'il veut savoir qui contrôle ses expéditions maintenant. » Contre Vivien. Ses yeux brûlaient d'un feu froid et stratégique. « Faites-le venir sur les lieux du crime. Montrez-lui les registres des manifestes. Montrez-lui exactement combien Carmine détournait. Rendez-lui l'argent volé et dites-lui que la famille Costa prend en charge la sécurité du port pour s'assurer que cela ne se reproduise plus. » Edmund la dévisagea. Le silence dans la pièce était absolu. « Vous ne vous excusez pas pour Carmine ?» termina Vivien, sa voix tombant à un murmure mortel. « Vous lui facturez le nettoyage. » Léo avait l'air horrifié. C'était une insulte massive au vieux patron. Une prise de pouvoir flagrante déguisée en audit. Edmund n'avait pas l'air horrifié. Il ressemblait à un homme qui venait de trouver de l'or. Un sourire lent et sauvage se dessina sur le visage d'Edmund. Le sourire du monstre reconnaissant son reflet. Il prit une gorgée de café lente et délibérée. Il regarda son sous-chef. « Tu as entendu la dame, Léo » dit doucement Edmund. « Appelle Dominique. Dis-lui d'apporter un manteau chaud. Nous nous retrouvons sur les docks. » Léo déglutit difficilement. Il regarda Vivien, la prise de conscience se faisant jour. La femme assise dans la chemise trop grande n'était pas une otage. Et elle n'était pas seulement une épouse. Elle était l'architecte du nouveau régime. « Oui, patron », murmura Léo. Il inclina légèrement la tête, non seulement devant Edmund, mais devant la table. Il se retourna et quitta le penthouse. Le lourd silence revint, électrique et vivant.
Edmund tendit la main sur la table, entrelaçant ses doigts épais et meurtris avec les siens. Il ne dit pas un mot. Il n'en avait pas besoin. Ils restèrent assis ensemble, dans la vive lumière du matin, regardant la ville qu'ils s'apprêtaient à conquérir, attendant que le sang sèche. Et cela nous amène à la fin de cette nuit de noces tordues et à haut risque. Vivien n'a pas seulement survécu à l'hôtel. Elle a réécrit les règles de l'empire de la famille Costa avant même que le sang ne sèche sur le quai de chargement. Edmund pensait acheter un pion, mais il est reparti avec une reine qui n'a pas peur de tenir le couteau. Si vous aimez cette version brute et réaliste de la romance mafieuse, s'il vous plaît, mettez un pouce bleu et partagez l'histoire avec vos amis fans de récits. Selon vous, quel sera le prochain coup de Dominic lorsqu'il arrivera sur les docks? Laissez vos prédictions dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne jamais manquer notre prochain chapitre sombre et palpitant.